perte de poids et de centimètres. Pour des produits de qualité sans compromis, Produits naturels Leblanc. En avril 1993, après avoir reçu un appel désespéré, la police de Windsor, en Ontario, se rend à un appartement dans lequel elle trouve 2 personnes. Un homme qui vient d'être tué d'un coup de couteau et une femme accablée de douleur. Que s'est-il passé dans cet appartement entre un homme violent et sa conjointe de fait? S'agit-il vraiment d'un crime passionnel? Un matin de janvier 1995, dans un paisible quartier huppé de Calgary, en Alberta, la police arrive sur les lieux d'un crime qui ébranlera la ville entière et changera à jamais la vie de toute une famille. Ils ont eu une autre dispute violente et l'un des deux a tué l'autre. Est-ce vraiment un crime passionnel au terme de la loi? Certaines personnes vivent parfois une relation fusionnelle malsaine avec l'objet de leur passion. Elles deviennent alors extrêmement possessives et n'acceptent pas que l'être aimé fasse preuve d'indépendance. En avril 1993, les policiers se rendent sur les lieux d'une agression fatale, un acte de violence qui a mis fin à l'union libre d'Elaine Tremblay et de Timothy Stropkovich. Pourtant, cette tragédie qui s'est déroulée en quelques minutes se préparait depuis des mois. En 1991, Elaine Tremblay arrive à Windsor, en Ontario, et elle s'inscrit à un cours de comptabilité dans l'espoir d'entreprendre une nouvelle vie. On prenait toutes les deux des cours pour parfaire notre éducation. Et on est devenus de très bonnes amies. On se voyait très souvent à l'époque. Le soir où elle a rencontré Tim, on était dans un bar des environs. Tim était un vieil ami à moi et il l'a invité à danser. Ça me tracassait qu'Elaine et Tim sortent ensemble, parce que Tim avait fréquenté une femme que je connaissais et je savais qu'il pouvait être très méchant. Il se bagarrait dans les bars. Je l'ai même vu lancer des verres à des femmes parce qu'il n'aimait pas leur apparence ou leur façon de lui parler. Tim a déjà été violent envers moi. Il a essayé de renverser une table de billard sur moi parce que je ne voulais pas coucher avec lui. À l'époque, j'avais dit à Elaine quel genre d'homme il était, mais elle le trouvait très séduisant et elle a tout de même accepté de sortir avec lui. Elaine et Tim commencent à se fréquenter et ils emménagent bientôt ensemble dans un appartement en duplex. Au début, tout allait bien. On s'amusait beaucoup avec lui. Je les voyais souvent, mais très vite, il a dit qu'il ne voulait plus que je les voie. Il se cachait dans la salle de bain pour l'épier. Il essayait d'enregistrer nos conversations. Il croyait qu'on parlait toujours de lui. Tim devient possessif et jaloux, alors qu'il est lui-même infidèle. J'étais certaine qu'il la trompait. Et je l'avais dit à Elaine. À mon avis, ces types sont jaloux parce qu'ils sont eux-mêmes infidèles. Ils croient que chaque fois que leur compagne sort, elle va faire la même chose qu'eux. Tim exprime souvent sa jalousie de façon violente. Un jour, Elaine est même hospitalisée parce qu'elle a la mâchoire et plusieurs dents cassées.
La violence s'intensifie avec le temps, mais Elaine ne veut pas rompre. Il est parfois difficile de quitter un conjoint violent. Si un étranger nous frappe, on peut appeler la police. Mais quand la personne qui vous bat le vendredi vous fait l'amour le samedi, la situation est beaucoup plus complexe. Nous savons que certaines femmes restent avec un conjoint violent pour toutes sortes de raisons. Par amour, par dépendance, par manque d'argent, et trop souvent, elles deviennent prisonnières de la peur. Je crois qu'Elaine savait qu'elle n'aurait pas dû poursuivre la relation, mais elle l'aimait beaucoup. Quand on est dans ce genre de situation, on peut manquer d'estime de soi. Et on ne veut pas mettre fin à la relation. On veut arranger les choses. Elaine aimait son conjoint. Je suis certain que selon elle et selon tout le monde, il avait beaucoup de qualités. Je suis certain qu'il n'était pas complètement mauvais. Mais à mon avis, il avait des problèmes qui le poussaient à être agressif et surtout quand il avait bu. Il était parfois violent physiquement envers les gens. Il pouvait leur faire du mal et faire du mal à Elaine. Elaine tente d'améliorer sa situation. Elle s'inscrit à un groupe de soutien dans un refuge pour femmes battues. Au bout d'un an, Tim est encore plus violent envers elle. Son groupe de soutien lui lance un ultimatum. Si elle ne quitte pas Tim, elle devra quitter le groupe. Elaine Tremblay ne peut quitter l'homme qu'elle aime et se voit forcée de quitter son groupe de soutien. Peu après, sa relation amoureuse se terminera de façon tragique. Elle était seule, elle avait cuisiné et elle a compris qu'il ne rentrerait pas. Tout à coup, elle a réalisé à quel point leur relation était absurde et qu'elle n'avait rien à en tirer. Tim a laissé ses clés à la maison et il présume qu'Elaine l'attendra et qu'elle lui ouvrira quand il arrivera. Mais Elaine décide de poser un petit geste de défi. Cette décision mettra en marche une série d'événements qui mèneront à la tragédie. Quand elle a compris qu'il ne rentrerait pas après un certain temps, comme elle n'avait pas de ses nouvelles, elle est partie à sa recherche. Elle se rend au bar préféré de Tim, se disant qu'il s'y trouve sans doute. Elle prend un grand risque. Les hommes violents ont souvent des règles très strictes concernant ce que vous ne pouvez pas dire ni faire. Il faut s'habiller d'une certaine façon, rester à certains endroits. Elle devait se soumettre à un grand nombre de règles. L'une de celles-ci est qu'elle ne doit jamais s'approcher de Tim dans un bar. Elle l'a trouvé dans un bar. Elle s'est approchée de lui. Elle lui a donné ses clés. Et elle est partie. Elaine se rend dans un autre bar pour prendre une consommation et tenter d'oublier ses soucis. Mais son besoin de mettre fin à la relation est de plus en plus pressant. Après quelques consommations, elle rentre chez elle, fait les bagages de Tim et les lance dans la salle à manger. Elle était sur le point de mettre fin à la relation pour une foule de raisons. Mais elle savait que dès qu'elle le ferait, elle serait en danger parce qu'elle le défiait et qu'elle arrêtait la relation. À mon sens, elle a compris qu'en défiant Tim dans un bar où, selon son point de vue à lui, il avait le droit de boire avec ses petites amies, elle avait posé un geste qui ne resterait pas impuni. Elaine reçoit un appel de Tim qui lui dit de venir le chercher dans un bar. Sous le coup de la peur ou de la colère, elle refuse. Dans l'état où elle est, elle ne veut plus qu'une seule chose, fumer une cigarette. En revenant du dépanneur, elle aperçoit Tim qui rentre à la maison. Elle comprend soudain à quel point elle est en danger et elle rentre à l'appartement en courant. Elle est rentrée et elle a pensé à ce qu'elle venait de faire, à la situation dangereuse dans laquelle elle venait de se mettre. Comme elle était chez elle, elle était une cible facile. Il pouvait rentrer à tout moment. Elaine prend alors une décision fatale. Elle a mis un couteau à éplucher dans sa poche. Quand Tim voit ses vêtements dans la salle à manger, il sort de ses gonds. Elaine réussit à se libérer et à se réfugier dans la cage d'escalier. Tim ne la suit pas, mais il est fou de rage.
Puis, tout comme dans l'œil d'un ouragan, Tim devient soudain étrangement calme. Il s'assoit à la table et parle pendant un moment comme si rien ne s'était passé. Mais Elaine a atteint un point de non-retour et elle dit à Tim qu'elle veut qu'il parte. Quand on est une femme battue, on ne peut pas mettre fin à la relation. C'est à l'homme de le faire quand il en a envie. La violence conjugale, c'est une façon d'exercer un contrôle sur sa conjointe et de la dominer. Quand une femme dit à un conjoint violent qu'elle le quitte et qu'il ne peut plus la dominer, qu'elle reprend la maîtrise de sa vie, qu'elle s'en va, il perd ce contrôle. C'est à ce moment qu'il peut devenir le plus dangereux. Il devait faire environ 1m93 et peser 115 à 120 kilos. Il était costaud, musclé. Elle devait faire, je dirais, 1m55 à 58 et peser environ 50 kilos. Quand Tim la projette contre le mur, dans un geste de désespoir, Elaine prend le couteau dans sa poche. Ce soir, au Vendredi policier, dès 21h, on analyse les indices d'affaires judiciaires particulièrement marquantes, à preuve à l'appui. Et à 22h, un tueur si proche vous fait découvrir les histoires de meurtres les plus sordides. Soyez au rendez-vous ce soir, dès 21h, au Vendredi policier. Allô, je suis revenu. Une banquette arrière facilement relevable et un plancher de chargement bien plat. Le nouveau F-150 2009, pour tous ceux qui aiment le travail. Bien fait. Une série documentaire qui s'interroge sur nous. Quelle est la place de l'individu dans la société? Quelles sont ses forces et faiblesses? Une œuvre qui s'affirme pour nous. Je crois, moi, que notre position minoritaire est très, très bénéfique au niveau culturel. Un manifeste pertinent pour notre futur. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a produit autant de richesses. Revoyez la magnifique série documentaire d'Hugo Latulippe. Manifeste en série, dimanche 21h à Canal D. Si vous souffrez de démangeaisons et de peau sèche causées par l'eczéma, voici un produit qui apporte un soulagement efficace. La crème médicamenteuse Spectro Eczema Care. Elle est disponible sans prescription. Pour les poussées d'eczéma, elle apporte un soulagement efficace de vos malaises. Essayez la crème réhydratante intense de Spectro afin de restaurer à tous les jours la teneur en eau et conserver l'humidité de la peau. Cherchez Spectro dans la section des soins de la peau ou demandez à votre pharmacien. Recherchez aussi le Spectro Eczema Care pour enfants. Brain Power vous aide à mieux acheter. Les frites, c'est le seul légume que vous mangez? Vous êtes qualifié pour le défi santé 530. Inscrivez-vous au défisanté530.ca avant le 1er mars et si vous participez en famille, vous pourriez devenir la famille 530 Desjardins. Présenté par l'Institut de cardiologie de Montréal et la Société canadienne du cancer. Si vous pensez qu'un rhume va m'arrêter, vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas Advil. Advil Rumicinus, aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. Pour préserver notre précieuse planète, mais surtout parce que l'environnement est la responsabilité de tous. Canal D est fier de s'associer à la Fondation québécoise en environnement. L'équation est simple. Les beaux cheveux sont respectés partout. Mais d'où viennent les beaux cheveux? Du cuir chevelu. Respectez le vôtre avec Head & Shoulders. Il commence à agir sur le cuir chevelu pour laisser de beaux cheveux sans pellicule visible. Alors respectez votre cuir chevelu et ayez de beaux cheveux avec Head & Shoulders. Recommandé par le comité de révision en dermatologie. Le Grand Confort, réalisation de mon grand-père, production au Banque Nationale. Action! Une autre production de Banque Nationale, groupe financier, la première banque au Québec. Et action! Vous regardez Les Vendredis policiers. Après des années de violence conjugale,
Elaine Tremblay demande à son conjoint de fait de partir. Pour toute réponse, Tim la lance violemment contre le mur et Elaine prend le couteau qu'elle a mis dans sa poche. La seule chose dont on peut être certain, c'est que cette toute petite femme a planté le couteau à éplucher en plein dans le cœur de son conjoint. Après le coup de couteau qu'il a reçu, même si un chirurgien avait été sur place, il n'aurait pas pu le sauver. On perd très vite beaucoup de sang quand on a ce type de blessure au cœur. En dépit du drame, Elaine aime encore Tim. Quand les policiers arrivent après son appel désespéré, ils la trouvent en larmes, caressant la tête de Tim. Après des années de violence conjugale, Elaine Tremblay poignarde à mort son conjoint de fait. Elle fait face à une accusation de meurtre au 2e degré. Non, je n'avais pas peur. Je croyais que les gens comprendraient. Quand j'ai été accusée de meurtre au 2e degré, oui. J'ai cru qu'au procès, quand ils entendraient ma version des faits, les gens comprendraient. Ni la police, ni les avocats de la couronne ne témoignent beaucoup de sympathie à l'endroit d'Elaine et lui offrent une négociation de peine. Ils m'ont dit que j'écoperais d'une peine de 6 ans si je plaidais coupable. J'ai refusé. Elaine prend le risque de subir son procès. Elle est défendue par l'avocat Andrew Brady. Dès le début, j'étais convaincu que c'était un cas de légitime défense. Quand on imagine ce qui s'était passé dans cet appartement ce soir-là, lui si costaud, elle toute petite et qui avait peur de lui, elle aurait dû pouvoir présenter cette défense. Son avocat commence par présenter des preuves accablantes de la violence de Tim. Dans les pires périodes, Tim était violent, parfois jusqu'à 5 fois par semaine. Ça devenait régulier. J'avais convoqué le fils d'Elaine, qui avait été témoin de certains incidents, et sa fille, qui avait aussi vu des choses. Je crois avoir aussi convoqué une barmaid ou une serveuse d'un bar qu'il fréquentait, et elle a dit qu'un soir, il s'était fâché et lui avait lancé au visage un plateau rempli de verre. J'ai fait témoigner un policier qui l'avait déjà arrêté et qui a déclaré que c'était sans doute l'homme le plus violent qu'il avait arrêté. Il existe aussi des preuves documentées de violences conjugales. Il y avait des rapports d'hôpitaux faisant état de certaines blessures qu'elle avait subies. Elle était allée demander de l'aide dans un refuge et elle avait rempli des formulaires dans lesquels elle avouait être victime de violences conjugales, ce qui est très rare. La plupart du temps, quand des femmes victimes de violences conjugales se retrouvent devant la cour, il n'existe aucun dossier, aucun rapport médical, aucun rapport de psychologue. Généralement, tout est déballé en cours. Elaine décide de témoigner pour expliquer que le soir du drame, elle avait agi en légitime défense. Je me souviens m'être dit, je ne peux pas continuer, c'est complètement fou. J'ai un couteau dans ma poche, c'est de la folie. Vous comprenez? Je suis sortie en courant par la porte arrière, jusque dans la cage d'escalier, mais il ne m'a pas suivi à l'extérieur, il s'est arrêté à la porte. J'ai attendu un peu qu'il se calme et je suis retournée dans l'appartement. J'ai déposé le couteau sur la table, ce qui me semble être de la folie. On s'est assis à la table, on a parlé quelques minutes. On était tous les deux assis là. Mais Elaine demande à Tim de partir. Il m'a dit, tu veux me quitter pour pouvoir sortir avec la moitié de la ville ou la moitié de la planète? Je lui ai répondu, d'accord, c'est ce que je vais faire. Je me foutais pas mal de ce qu'il pouvait penser. Mais le ton a monté et j'ai remis le couteau dans ma poche. C'est à ce moment-là qu'il m'a empoigné et qu'il m'a projeté contre le mur. J'ai pris le couteau dans ma poche et je l'ai poignardé. La lame était parallèle au plancher et elle a pu traverser la cage thoracique. Et comme il avait avancé vers elle et qu'elle avait avancé la main vers lui,
La lame a pu traverser la peau, le muscle, le cartilage, et elle est allée se planter dans son cœur. Mais l'avocat de la couronne donne une toute autre version des événements. Un pathologiste est appelé à la barre et il affirme que le couteau a été enfoncé dans la poitrine de Timothy selon un angle descendant. Si les deux personnes étaient debout, la plus petite des deux aurait enfoncé le couteau vers le haut selon un angle ascendant. Elle aurait naturellement tenu la lame à la verticale, ce qui l'aurait empêché de pénétrer dans la cage thoracique. Le pathologiste en conclut que Tim était probablement en position allongée quand il a été poignardé. Selon la poursuite, Elaine aurait tué son conjoint de fait dans un excès de rage causé par la jalousie. Le fait qu'Elaine était allée défier son conjoint dans un bar plus tôt le même soir posait un problème. Elle est rentrée chez elle et, entre autres choses, elle a mis un couteau à éplucher dans sa poche. La poursuite dépeint Elaine sous un tout autre jour et fait état de tous les incidents au cours desquels elle aurait été violente envers Tim. Un jour, elle lui aurait lancé une bouteille de bière, une autre fois un cendrier. Elle aurait aussi écrit un mot à Tim, l'accusant de la tromper, et elle aurait planté un couteau de boucher dans le papier. Est-ce le comportement d'une victime passive? La défense réplique en avançant quelques arguments très simples. L'angle de la blessure faite par l'arme était inhabituel, mais ne contredisait pas la thèse d'un coup porté pendant que Tim était debout. En outre, Elaine Tremblay n'avait pas besoin d'être un ange pour être victime de violences conjugales. Les gens croient que ces victimes sont toutes très pures, dociles et douces, mais il y en a de toutes sortes, et certaines d'entre elles savent se défendre. Tout le monde se fait un scénario dans lequel Mère Teresa doit affronter Attila, le roi des Huns. À moins d'avoir des preuves irréfutables, il est très difficile de les convaincre du contraire. Le jury éprouve peu de sympathie pour la cause d'Elaine Tremblay et la reconnaît coupable d'homicide involontaire, un chef d'accusation moins grave. Le juge la condamne à 7 ans de prison. Je pleurais, mon avocat pleurait, son adjoint aussi, on pleurait tous. On était sous le choc. À mon avis, tous les gens présents dans la salle d'audience ont été sidérés par cette sentence. Je me souviens du gardien qui m'a escorté dans la salle d'audience jusqu'à ma cellule en bas. Il m'a dit « Tu peux te compter chanceuse d'avoir une peine aussi légère. » Je lui ai répondu « Vous ne me connaissez même pas. » L'avocat d'Elaine décide d'en appeler du jugement. Selon lui, le juge n'a pas correctement instruit le jury pendant le premier procès. Le sort d'Elaine repose maintenant sur l'énoncé d'un seul mot. Après des années de violence conjugale, Elaine Tremblay tue son conjoint d'un coup de poignard. Elle est reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 7 ans de prison. Elle porte sa cause devant la Cour d'appel de l'Ontario. Son avocat soutient qu'à son premier procès, le juge n'a pas correctement instruit le jury en ce qui a trait à la légitime défense. Il a dit au jury que la thèse de la légitime défense demeurait valable, bien que l'accusé avait eu l'intention d'infliger des blessures. Il aurait dû dire « même si ». Comme Elaine avait nié avoir eu cette intention, cette instruction était déroutante pour le jury. La Cour d'appel a statué que le juge avait fait une erreur en donnant ses instructions au jury. La couronne en appelle ensuite de cette décision devant la Cour suprême du Canada, qui rend une décision finale confirmant le jugement de la Cour d'appel. Mon avocat a obtenu un deuxième procès. La deuxième fois, j'étais plus à l'aise devant un juge que devant un jury. Chat échaudé craint l'eau froide. J'ai réussi à obtenir un procès devant un juge seul. Il l'a acquitté en la déclarant non coupable pour cause de légitime défense. Ça aurait pu arriver n'importe quand, mais j'avais un peu bu ce soir-là. Et je crois que ça m'a donné du courage. On recherche ce genre de type pour qu'il nous protège. Mais la plupart du temps, les femmes les choisissent parce qu'elles vivent beaucoup d'insécurité. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a des jours où on se réveille en se disant qu'on mérite tout ça, et d'autres jours, on se dit qu'on ne mérite pas ça.
Tim Strakovics a laissé dans le deuil 2 enfants, ses parents et 9 frères et sœurs. Elaine Tremblay mène aujourd'hui une vie exempte de violence. Elle dirige une entreprise de comptabilité, enseigne à l'école du dimanche et elle habite Windsor, en Ontario, tout près de ses 2 enfants. J'ai apporté des fleurs au bord du lac et j'ai fait ma propre petite cérémonie pour dire adieu à Tim parce que j'étais en prison pendant les funérailles. Je n'ai jamais eu peur de marcher dans la rue. J'avais peur de rentrer chez moi. Un matin de janvier 1995, dans un paisible quartier huppé de Calgary, en Alberta, la police arrive sur les lieux d'un crime qui ébranlera la ville entière et changera à jamais la vie de toute une famille. Ils ont eu une autre dispute violente et l'un des deux a tué l'autre. Est-ce vraiment un crime passionnel au terme de la loi? Ce soir, au Vendredi policier, dès 21h, on analyse les indices d'affaires judiciaires particulièrement marquantes à preuve à l'appui. Et à 22h, un tueur si proche vous fait découvrir les histoires de meurtres les plus sordides. Soyez au rendez-vous ce soir, dès 21h, au Vendredi policier. Si vous pensez qu'un rhume va m'arrêter, vous ne me connaissez pas. Et vous ne connaissez pas Advil. Advil Rumicinus, aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. Pour mes parents et pour tous les autres. Puissant. Inspirant. Un film qu'il faut voir. Chaque journée de liberté est un acte de foi. Rébellion, présentement dans les cinémas. Toutes ces années, elle a cru qu'il n'existait rien pour la peau sèche qui démange. Puis un jour, elle découvrit la crème apaisante Eucerin. Elle est à base d'avoine et soulage en hydratant pendant 24 heures. Et c'est apaisant. Bonne nuit, mon grand. Merci pas. Bonne journée. Oreo. Le biscuit préféré du lait. Les meilleurs ingénieurs, les grandes idées, les meilleurs ouvriers, les grands chantiers, les meilleures machines, les grands travaux, lundi 20h à Canal D. Obtenez enfin la chevelure saine que vous souhaitez 3 fois plus rapidement avec 3 fois plus d'éclat et 3 fois plus de pouvoir de maintien avec le Steam Styler. Grâce à la technologie Thermoflow de céramique à vapeur, le Steam Styler vous procure une chevelure saine illustrée qui dure plus longtemps, aussi bien pour les cheveux secs ou humides. Remplissez le réservoir et sélectionnez la température voulue. Tous peuvent l'utiliser, même les enfants et les adolescents. Vous pouvez obtenir le Steam Styler pour 3 paiements faciles de 33 $ et nous vous ferons aussi parvenir ces accessoires tout à fait gratuitement. Le guide de coiffure, le sac à isolation thermique et la plaque pour décrêper les cheveux. Le tout pour 3 paiements faciles de 33 $. Et si vous faites partie des 500 premiers appels, nous vous offrirons un deuxième ensemble gratuitement. Vous ne paierez que les frais de livraison. Et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, retournez le tout avant 30 jours pour obtenir un remboursement complet. 2 ensembles Steam Styler pour 3 paiements faciles de 33 $ seulement. Appelez le numéro à l'écran ou consultez le site teint.ca. Commandez maintenant. Le bonheur, ça s'échafaude. Ça se communique. Ça se prépare. Ça se déguste. Ça se développe. Ça s'apprivoise. Et ça commence par une recherche d'emploi sur workopolis.com qui vous offre plus de 6000 emplois de qualité chaque jour. Workopolis, le plus gros site d'emploi au Québec. Le bonheur, ça se travaille. Vous regardez les Vendredis policiers. Un matin de janvier 1995, dans un paisible quartier huppé de Calgary, en Alberta, la police arrive sur les lieux d'un crime qui ébranlera la ville entière et changera à jamais la vie de toute une famille.
Ils ont eu une autre dispute violente et l'un des deux a tué l'autre. Est-ce vraiment un crime passionnel au terme de la loi? Earl et Dorothy se rencontrent dans les années 1950, une époque où toutes les femmes rêvent d'une famille parfaite. Durant les décennies suivantes, ils mènent une vie mondaine et privilégiée, tout en élevant 4 enfants. Et pourtant, une journée fatidique de 1995, un crime passionnel, révèle un aspect plus sombre de leur relation. Quand Dorothy rencontre Earl à l'école secondaire, elle a tout de suite le coup de foudre. C'est un jeune homme dynamique destiné à un brillant avenir. Il était toujours très sérieux, mais il faisait des choses incroyables comme grimper jusqu'au sommet du clocher de l'école. Le directeur a dû appeler la police et les pompiers parce qu'il ne voulait pas descendre. Ce qu'il faut savoir au sujet de Dorothy, et ce qui m'a donné envie de la connaître mieux quand j'ai su son histoire, c'est que nous avons atteint l'âge adulte dans les années 50. Selon moi, l'une des décennies les plus difficiles du XXe siècle pour les femmes. On était inondés de magazines féminins qui nous disaient quoi cuisiner pour que notre mari soit en santé et comment recevoir le patron de notre mari. Être une épouse, c'était la seule chose à faire. Et c'est ce que Dorothy a fait. Earl n'était pas facile, il était très jaloux. Et ça, ce n'est qu'une chose parmi tant d'autres. Earl a connu une ascension rapide dans le monde industriel. Dorothy était à ses côtés et ça lui plaisait beaucoup. On disait qu'elle était mondaine et à bien des égards, c'est ce qu'elle était. Elle adorait aller au Kentucky Derby et fréquenter les gros bonnets et les célébrités. On pourrait dire que de temps à autre, il était violent envers elle. Il faut replacer les choses dans leur contexte. C'était un jeune couple des années 50. Quand il la frappait, elle n'appelait pas la police. Elle ne faisait rien de ce genre. Elle croyait que c'était son lot et ça lui a causé beaucoup de problèmes. Elle a dit qu'à partir de ce moment-là, elle avait senti que la réussite de leur mariage reposait sur ses épaules. Elle a vraiment pris son rôle à cœur. Elle n'y a jamais dérogé. Un jour, elle était à une réception et quand elle est sortie des toilettes pour dames, Earl l'a saisie, l'a plaquée contre le mur et il s'est mis à la frapper. Des amis l'ont vu faire. Ils se sont portés au secours de Dorothy. Ils voulaient l'emmener. Ils ont tenté de la convaincre d'aller passer la nuit chez eux. Mais Earl a dit « Non, elle ne peut pas faire ça. » Dorothy est rentrée avec son mari et personne ne devait plus jamais parler de l'incident. Earl Jaldry est de plus en plus prospère dans le monde des affaires et le couple semble mener une existence de rêve, mais ce n'est qu'une façade qui cache une vie de famille tumultueuse. Lors des sorties mondaines, Dorothy offre un soutien sans réserve à son mari, mais elle ressent rapidement les effets de cette relation perverse. Après 40 années de vie commune et après avoir élevé 4 enfants, leur relation commence à se détériorer et Earl quitte le foyer conjugal. Bien qu'ils vivent séparés, ils continuent d'assister aux réceptions et de faire croire qu'ils vivent toujours ensemble. Il a dit à Dorothy qu'il s'installait dans un appartement en ville, mais qu'il ne fallait le dire à personne et qu'ils devaient continuer de se montrer ensemble dans les réceptions. Il lui a dit qu'il ne la quittait pas, qu'il quittait simplement la maison. Il a continué de lui envoyer des cartes, des cadeaux et des mots d'amour qui laissaient croire à Dorothy qu'ils pourraient se réconcilier, quand en fait, il vivait avec la cousine de Dorothy et projetait de l'épouser. Il s'est passé des choses étranges le matin du drame, parce qu'il paraît que leur rencontre a été assez amicale. Earl était allé la voir pour discuter d'un document important dont il avait besoin. C'était assez bizarre. Dorothy avait sorti leur album photo de mariage et plusieurs photos de famille. Elle avait aussi sorti toutes les cartes de Noël. Toute leur vie était étalée sur la table. Elle a dit qu'elle voulait lui donner ses photos et ses cartes parce qu'elle croyait qu'il aimerait les regarder. Je ne crois pas que Earl voulait avoir tout ça.
Ils ont pris un café et Dorothy lui a demandé s'il allait poursuivre les procédures de divorce. C'était une question étrange, parce qu'il en avait clairement l'intention, ce qui lui a confirmé. Elle lui a alors demandé de sortir par la porte du garage. À mon avis, quand elle a compris que c'était la dernière fois qu'elle voyait son mari, je crois qu'il s'est passé quelque chose de déterminant. Elle a dû affronter une réalité qu'elle fuyait depuis longtemps. Jusque-là, elle s'était nourrie d'illusions. Elle croyait qu'il reprendrait la vie commune, qu'il retrouverait ce qu'elle voulait avoir, c'est-à-dire leur relation de tendresse, qui en fait avait été un mythe pendant des années. Avant de se rendre au garage, Dorothy fait un détour par la chambre à coucher, où elle ouvre son tiroir de lingerie pour y prendre un pistolet. Même si elle n'a pas souvenir des événements, Dorothy a dû avoir le temps d'aller de la salle à manger à la chambre à coucher et ensuite au garage, avant qu'Earl ne monte dans sa voiture. Elle a surgi derrière lui au moment où il entrait dans le garage. Il descendait les marches du garage quand il a reçu une balle dans le dos. Il a dit avoir eu l'impression qu'on le frappait avec un morceau de bois. Ensuite, il a senti une autre balle et il est tombé à genoux. Il a reçu 2 autres balles avant de se retrouver allongé sur le dos. Elle s'est alors penchée, elle a mis le pistolet sur sa poitrine et elle a tiré. Pendant qu'elle lui tirait dessus, elle lui a dit qu'elle se demandait combien de temps il mettrait à mourir et combien d'argent elle aurait après sa mort. On pourrait dire que c'est une situation où des gestes intolérables ont été posés de façon plus ou moins rationnelle. Earl a essayé de la calmer, mais elle était dans un état très étrange. Il a dit qu'elle avait une voix qu'il n'avait jamais entendue. Dans les minutes qui suivent la tragédie, Earl est allongé sur le sol dans un état critique, mais il trouve la force de convaincre Dorothy de composer le 911. Elle compose donc le 911 et tout à coup, l'ancienne Dorothy refait surface. Elle donne donc des ordres aux policiers, elle leur dit que son mari va mourir, elle prend complètement la situation en main, comme si elle était à sa soirée de bridge. Elle contrôlait tout. Quand les policiers sont arrivés et qu'ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas s'occuper de son mari avant qu'elle ne leur donne son arme, Dorothy n'arrêtait pas de leur dire « Mon mari m'a dit de ne rien dire. Je ne suis pas censée dire quoi que ce soit. » Les policiers et les ambulanciers sont arrivés, mais personne ne voulait entrer parce qu'ils craignaient tous qu'elle utilise de nouveau son arme. Pourtant, elle avait appelé plusieurs fois la police et les ambulanciers pour leur demander de venir. Earl risquait de mourir sur le plancher et je crois qu'il s'est passé 45 minutes avant que les renforts arrivent et qu'on l'emmène en hélicoptère avec 6 balles dans le corps. Dorothy affirme ne pas se souvenir d'avoir tiré sur son mari, jusqu'à ce que dans un moment de lucidité, elle se rende compte de ce qu'elle vient de faire. Depuis le jour où je l'ai rencontrée, elle affirme qu'elle ne se souvient de rien. J'ai entendu beaucoup de gens me dire la même chose. C'est une bonne excuse. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai fait ça, je ne me souviens de rien. Mais dans son cas, j'ai commencé à croire qu'elle ne se souvenait réellement pas de l'incident. A-t-elle été poussée à bout, au point d'être dans un état d'automatisme? Avait-elle l'intention de tuer son mari en achetant son arme? Une chose est certaine, elle savait que son mariage était terminé. La police l'a décrite comme étant un peu abasourdie après cet événement. Elle ne réagissait pas très bien. Il y a des descriptions précises dans les rapports de police où on dit qu'elle ne réagissait pas de façon normale à ce qui se passait autour d'elle. Malgré les témoignages des policiers, beaucoup de gens ont du mal à croire à l'état d'automatisme dans lequel elle se serait trouvée. On croit plutôt que c'est simplement un prétexte lui ayant permis de poser un geste inacceptable et lui permettant d'affirmer en toute innocence qu'elle ne se souvient de rien. Earl Jowdry est transporté à l'hôpital dans un état critique, atteint de 6 balles provenant de l'arme avec laquelle sa femme a tenté de le tuer. S'il meurt, Dorothy Jowdry risque de passer sa vie en prison pour avoir commis un crime passionnel.
Certains médecins ne sauvent pas la vie de leurs patients. Ils tentent de comprendre leur mort. Grâce à l'ADN, aux empreintes dentaires ou tout autre indice, ils reconstituent des scènes de crime afin d'élucider les meurtres les plus énigmatiques. Autopsie, ce soir 20h au Vendredi policier. À vos marques. Prêts? Planifiez. Visitez jeplanifie.com. Un site rempli d'informations sur la planification financière de la retraite. À gagner un REER de 2500 $. Pour participer, visitez jeplanifie.com. Trees swaying in the summer breeze, showing off their silver leaves as we walked by. Voyez comme nos balais d'essuie-glace ultra performants peuvent faire toute la différence. Vous voulez un look naturellement glamour, sans artifice? Nouveau Revlon Beyond Natural. Un fond de teint aérien blanc à l'application qui s'adapte pour se fondre à votre carnation. N'est-ce pas génial? Nouveau Revlon Beyond Natural. La seule chance de s'en sortir, c'est de défier toutes les règles. Nicolas Cage. M'appelle Joe. C'est ça mon boulot. Danger à Bangkok, sur Blu-ray et DVD dès maintenant. Vous vous apprêtez à découvrir l'un des documentaires précédemment dans Whistler. Derek,